Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe Vetter, merci d'être parmi nous à la rencontre des commerçants, hôteliers, restaurateurs de Strasbourg. Dernière ligne droite. Alors je vous informe tout de suite que je vais vous quitter à 11h35. C'est pas parce que je ne veux pas assister jusqu'à la fin au débat, mais j'ai une autre obligation à laquelle je devrais joindre. Et donc Jacques me remplacera sur la fin du débat. Donc 45 minutes pour nous exposer sur les différentes problématiques qu'on a identifiées. Le projet porté par la liste de Jean-Philippe Vetter sur cette élection. Et pour rappel, donc je remercie de nouveau donc ce partenariat Vitrine de Strasbourg UMI avec également la CCI. Et on est également en direct, puisqu'on aura certainement des questions en ligne, puisqu'on est en direct sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube. Merci. Et donc, comme pour... donc ils ont déjà eu l'habitude, puisqu'ils ont vu les deux autres candidats juste avant. Donc en fait, on va partir sur des thématiques. Donc la première thématique, c'est sur la sécurité et les incivilités. Donc si vous avez des questions effectivement liées à ça, la parole est à vous comme tout à l'heure. Sinon c'est nous qui avons les posés. On peut reposer les mêmes questions. Mais c'est l'idée. Mais je préfère que ce soit vous qui les posiez que nous. Non, mais on va les poser, il n'y a pas de souci. Donc, comme on vient de l'exposer tout à l'heure, Strasbourg, c'est devenu une ville où on se sent plus en sécurité. Les 6 dernières années ont été catastrophiques pour nous au niveau commerçant, puisqu'on a vu bon nombre de Strasbourgeois fuir le centre-ville, tout simplement. Ils s'en sentent pas en sécurité et c'est pas propre. Ça sera pour le coup d'après. Mais voilà, la première question, c'est qu'est-ce que vous pensez faire tout de suite rapidement pour faire revenir les Strasbourgeois et que même nos salariés et nous-mêmes, nous nous sentions plus en sécurité au centre-ville. D'autres questions sur cette thématique? Non, une simple remarque. Avec le micro, parce que c'est pour les gens en ligne. Une simple remarque en tant qu'hôtelier, comme certains d'entre nous. Pendant des années, la clientèle nous faisait des compliments concernant notre ville, la qualité de vie, la sécurité, le civisme, ce sentiment d'être dans un monde un petit peu à part, que ce soit des Français ou une clientèle européenne. Et ça fait quelques années, en effet, que nous n'avons plus la moindre remarque, le moindre commentaire positif. Nous prenions les commentaires précédents avec beaucoup de satisfaction, comme si nous étions nous-mêmes responsables finalement du bien-être de cette ville. Mais malheureusement, en effet, le point de vue du touriste français étranger, c'est que cette ville est devenue une ville complètement banale et qui n'en voit plus de lumière dans les yeux, véritablement. Tout ça. Jean-Philippe, sur cette thématique donc sécurité, pas de micro. Tu en as un sur là, on vient de te Ok, l'installer. d'accord. Donc déjà, merci à l'UMI, aux vitrines, pour cette invitation et ce débat. Celles et ceux qui peuvent suivre mon engagement ces 6 dernières années, même ces 12 dernières années, ont pu voir à quel point je suis aux côtés des commerçants, des artisans, des restaurateurs, des hôteliers de Strasbourg. Sans doute aussi un peu lié à mon passé familial, puisque je suis moi-même fils d'artisan commerçant. Et j'ai pu voir à quel point, si ça ne fonctionne pas, la caisse est vide. Et quand la caisse est vide, ce n'est pas la même vie. Et donc, j'ai pu voir même dans mon lieu familial à quel point les décisions de la municipalité peuvent changer la vie. C'est déjà assez difficile pour vous de pouvoir chaque jour gérer à la fois le personnel, faire en sorte que votre boutique puisse être accueillante, agréable, lutter contre la hausse des prix, la hausse des impôts. Eh bien, on devrait avoir une municipalité à vos côtés. Et pourquoi elle devrait être à vos côtés? Tout simplement parce que c'est vous qui créez les emplois, c'est vous qui créez de l'activité. Je dirais même pour beaucoup, c'est le lieu de rencontre sociale où on peut discuter pour notamment les personnes seniors. Et il est vrai que depuis des années, Strasbourg devient moins agréable et notamment le centre-ville. Pourquoi? La mendicité agressive, des squats, occupation illégale du domaine public. C'est-à-dire que rien que dans le mot occupation illégale du domaine public, la réponse, elle est déjà simplement dans les termes. Comme c'est illégal, on devrait mettre fin. Sauf qu'on a une municipalité qui a été très laxiste, qui a malheureusement laissé faire. Elle s'est parfois, de mon point de vue, cachée derrière un prétendu humanisme qui finalement a fait en sorte que la ville de Strasbourg est devenue de moins en moins accueillante. Et pour vous,
Au quotidien, c'est devenu de plus en plus difficile. Et donc, Alors le constat, oui, on l'a fait. Concrètement, alors très on fait quoi? concrètement, justement, mes 2 points, c'est de pouvoir sécuriser les espaces publics et libérer les énergies. J'ai pris un engagement clair et je le répète devant vous. Ce n'est pas parce que vous êtes devant moi que je tiens ces propos. Dès les premiers 100 jours, on va rallumer la lumière dans les quartiers, mais on va aussi adopter un arrêté anti-mendicité agressive. Je me permets de le remarquer, j'ai fait cette proposition au conseil municipal. Cela a été refusé à la fois par Mme Trottmann et à la fois par Mme Barzéguian. Je pense que c'est absolument essentiel pour vous que l'ensemble de la clientèle, et notamment aussi vos employés, puissent être dans un cadre particulièrement serein. Troisièmement, il me semble aussi de mettre fin, très clairement, à l'occupation illégale du domaine public. Vous ne pouvez pas vous battre au quotidien pour avoir le plus beau commerce possible, les plus belles terrasses, et juste devant, eh bien, des gens à matelas, des amoncellements parfois de biens personnels. L'espace public ne doit pas être privatisé. L'espace public est pour tout le monde. Et c'est vraiment une logique de pouvoir dire que l'application de la loi doit être la règle, et ça me semble tout à fait essentiel, de mettre fin effectivement à ces occupations, de traiter cela évidemment en humanité, de pouvoir proposer des propositions et des solutions alternatives, mais aussi de considérer que l'espace public doit être pour tout le monde. Et donc ça, c'est déjà des enjeux qui, à mon sens, rendront la ville plus agréable. Il y a aussi ce projet de doublement de la police municipale sur l'ensemble du mandat pour aboutir à une augmentation de 150 postes. Cela permettra d'avoir du bleu dans les rues. Et je dois le dire, dans les grandes métropoles que je fréquente, il y a du bleu dans les rues. Lorsque j'étais au JO à Paris, j'ai pu voir à quel point les rues parisiennes étaient magnifiquement entretenues, magnifiquement belles, magnifiquement sûres. J'ai demandé aux policiers sur place pourquoi c'était beaucoup plus agréable. Ils m'ont dit que c'est parce qu'ils étaient 2 fois plus nombreux. Donc ça veut dire que c'est une question de volonté politique. Et donc, avoir du bleu dans les rues, des îlots de sécurité, place Kléber, place Gutenberg, mais aussi dans nos quartiers, ça va faire du bien et ça adresse un autre message. Et puis enfin, la propreté. Une ville propre, c'est essentiel. Je ne sais pas si ça va être une autre question à venir. Non, c'est dans la même... Alors, dans les incivilités, j'étais à Metz. Le maire de Metz, vous savez, je préfère aller sur le terrain pour voir ce qui fonctionne. Le maire de Metz, il a récupéré une ville en 2020 qui était particulièrement sale, beaucoup de laxisme, une ville qui était sous le joug des socialistes. Eh bien, dès le début, il m'a dit que, évidemment, il a rassemblé l'ensemble des services de propreté pour leur donner des indications très claires, mais aussi les avoir avec eux, leur faire confiance, leur donner aussi leur donner une direction très claire, parce que je peux vous dire, ils travaillent dur dans le service de propreté, mais par contre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On ne peut pas mettre un agent des services de propreté derrière chaque citoyen. Si on veut des réponses concrètes, si on veut avoir des résultats, eh bien, il faut non seulement informer. Deuxièmement, il faut informer qu'il y a des solutions. Si jamais vous avez des ordures pour pouvoir les jeter, il faut des poubelles qui soient propres dans nos quartiers, il faut des corbeilles, il faut aussi des lieux pour pouvoir mettre les mégots, pour pouvoir prendre des sachets pour nos amis à quatre pattes. Mais il faut aussi, et il me l'a dit, eh bien, il faut sanctionner. Vous savez qu'un mégot par terre, c'est 135 €. C'est sanctionné quand ? Les comportements des cyclistes, parfois rue Gutenberg ou ailleurs, rue d'Austerlitz ou ailleurs, ils sont sanctionnés quand ? Vous voyez, au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir se dire que s'il y a une réglementation, c'est tout à fait juste de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Et là, aujourd'hui, sur la propreté, le message que je vais adresser à l'ensemble des Strasbourgeois, eh bien, c'est que c'est un cadre de vie commun. On ne peut pas régler le problème de propreté. Si on veut vivre dans une ville belle, on ne peut pas régler le problème de propreté si chacun n'y met pas du sien. Eh bien, on informera du fait que désormais tout le monde sera sanctionné. On donnera des solutions alternatives et dans un troisième temps, on ne s'interdira pas, comme le maire de Metz, de pouvoir sanctionner. Et il m'a dit une chose simple. Dans un premier temps, c'était sans doute le maire le plus impopulaire de sa ville, voilà, de France. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on sanctionne à 135 € un mégot par terre, je peux vous dire, les gens vous en veulent. Mais il m'a dit que 6 ans après, les mêmes allaient le voir pour dire finalement, vous aviez raison, parce que maintenant la ville est propre, la ville est belle. Quand on fait un tag, c'est aussi 450 € normalement d'amende. Ça devrait être appliqué. Vous voyez un peu notre ville comme elle est taguée, avec notamment des messages politiques. C'est encore pire. Et donc vraiment, l'espace public est à tout le monde. Et ce que je préconise, ce n'est pas un message de circonstance que je tiens devant vous. Celles et ceux qui me connaissent savent que je me suis engagé matin, midi et soir pour les commerçants et les artisans, pas seulement parce que je vous aime, parce que j'aime les emplois que vous êtes en capacité de créer et ça permet de lutter contre la pauvreté et la précarité.
Alors, la sécurité, le doublement des effectifs, j'ai bien entendu, mais aussi les autres annonces du projet, tous les investissements qui sont prévus alors que les caisses sont vides. On finance ça comment? C'est une hausse d'impôts? C'est qui paye? Justement, vous avez de nombreuses candidatures qui vous proposent des gratuités, qui vous proposent des investissements, qui vous proposent des nouveaux services, et ils ne disent jamais comment ils vont payer. Et aujourd'hui, je suis le seul, très clair, qui a pris quelque part ce risque d'affirmer comment je vais financer mes investissements, mais aussi les futures gratuités, parce que vous le savez, j'ai proposé à ce qu'on revienne à une gratuité entre midi et 2. Mais ça, je pense qu'on va peut-être encore l'évoquer après. Ça me permettra d'évoquer ce sujet très important. Eh bien, quelle est la situation aujourd'hui de nos finances? Nous sommes une ville quasiment surendettée. Nous avons un ratio de surendettement désormais de 12 ans. Selon la Cour des comptes, ça s'appelle du surendettement. Pourquoi? Parce que dès le début du mandat, Mme Barzéguian et l'Eurométropole ont embauché 300 personnes qui ont grévé les capacités financières de notre ville. Et du coup, maintenant, lorsqu'on investit, on a moins de capacité d'autofinancement et du coup, on s'endette davantage qu'avant. Et donc, mon plan, il est clair. C'est de revenir à la situation antérieure. C'est-à-dire que dans les 7 ans, 6 ou 7 ans à venir de mandat, eh bien, on va ne pas remplacer des postes qui partent à la retraite, c'est-à-dire à hauteur, je vais l'expliquer très clairement, mais en gros, 50 postes qui ne sont pas remplacés par an. Et cela permettra en fait de dégager des marges de manœuvre. Alors, dans un premier temps, 3 millions, puis après 6 millions, et puis etc., année après année. Et sur l'ensemble du mandat, ça permet de faire une économie entre 80 et 90 millions d'euros qui permettent de se donner de l'air. Et je pense qu'en toute honnêteté, dans ces circonstances-là, c'est absolument essentiel de pouvoir faire en sorte de limiter les dépenses de fonctionnement si on veut être crédible pour pouvoir financer de nouvelles gratuités ou de nouveaux projets tout en n'augmentant pas les impôts, ce qui est pour moi la valeur cardinale de mon projet. Donc 300 fonctionnaires en moins, mais 150 policiers municipaux en plus. Oui, parce que... Bon, donc on est quand même sur un delta à 150 et puis à 300. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. En somme, on a 300 postes qui sont supprimés. D'accord? C'est-à-dire qui ne sont pas remplacés. Et il y a aussi 150 postes, ça s'appelle du redéploiement, qui passe en fait d'un poste de quelqu'un qui part à la retraite à un fléchage vers la police municipale. C'est tout à fait essentiel. Vous savez, dans la fonction publique, ça ne se passe pas quand quelqu'un part à la retraite, on remplace obligatoirement le poste qui part. Dans la fonction publique, dès que quelqu'un part en retraite, on se pose la question de la réorganisation. Moi, mon enjeu, c'est effectivement de réorganiser d'une manière finalement assez simple, chaque année, et on aura 75 départs à la retraite. 25 départs à la retraite seront remplacés par 25 policiers municipaux. 50 départs à la retraite ne seront pas remplacés pour économiser des millions d'euros chaque année. Et ça permet en fait, pour faire simple, vous avez 75 départs à la retraite non remplacés sur 8450 agents de la métropole, c'est quand même pas non plus complètement énorme, eh bien il y aura un tiers qui sera réfléchi vers la police municipale et 2 tiers qui sera réfléchi vers des économies de fonctionnement pour enfin nous donner de l'air et pour faire simple, je vais vous le dire, pour enfin revenir sur une trajectoire de financement où on sort du rouge petit à petit. Merci. On va passer à la thématique suivante. C'était encore sur... D'accord. Donc la thématique suivante qu'on va regrouper, donc c'est sur tout ce qui est, comme on le sait, accessibilité, déplacement urbain, gratuité de parking, mesures pour faire venir au centre-ville. Et là-dedans, on rajoute aussi la partie attractivité touristique, puisqu'il y a effectivement le local et faire revenir effectivement du local, mais il y a également, bien évidemment, l'attractivité touristique. Donc, et la dynamique. Voilà. Alors Jean-Philippe, je vais commencer par poser une question un peu multiple sur ce que tu comptes faire et aussi dans quel délai, les 100 jours ou plus, sur plutôt le domaine public. Donc ce que j'appelle le domaine public, c'est la circulation congestionnée, les grandes pistes cyclables, comment on fait pour arranger un peu les choses, le parking, très rapidement, moi j'avais évoqué des pistes de zonage, il y a des pistes de gratuité, de places violettes en plus, de demi-heures gratuites, quid et sous combien de temps, pour l'attractivité des débits de boissons et des restaurants, les tarifs des mètres carrés de terrasse à l'hypercentre, zone A1, A2, B, ont explosé.
souvent les grandes terrasses à cause des coefficients des multiplicateurs. Est-ce que tu comptes faire quelque chose rapidement à ce sujet? Alors, On va juste avoir une question sur ces thématiques. Comme ça, tu réponds. bien sûr. Oui, en fait, j'avais une question par rapport à la position que vous aurez sur les manifestations qui sont autorisées au centre-ville chaque samedi, à minima, je dirais, chaque samedi, y compris des manifestations qui sont extrêmement politisées, qui finalement rassemblent très souvent quelques dizaines de personnes, mais nous mettent des cars de CRS partout dans le centre-ville, qui sont signalés sur les autoroutes lorsque les gens arrivent, ou c'est presque leur dire « fuyez le centre-ville » puisqu'on indique effectivement qu'il y a une manifestation en cours. Voilà, je voulais savoir quel sera votre positionnement par rapport à ça. Merci pour cette question. En ligne, on a des questions. Alors, donc, première question, l'espace public. Alors, Strasbourg n'est pas seulement une ville qui est devenue inaccessible, c'est aussi une ville qui est devenue inaccessible au sens inabordable. C'est-à-dire inaccessible parce qu'on a quelque part donné l'idée, et on l'a aussi un peu démontré, que venir à Strasbourg, c'est extrêmement compliqué, notamment en voiture. Alors, c'est sûr que certains vous diront, mais vous savez, la clientèle, ce n'est pas seulement les voitures, mais la réalité de la vie quotidienne d'un commerce, c'est que si vous perdez 5% juste de clientèle, ça change la vie. La plupart du temps, parfois, on est vraiment au bord, ça se joue à quelques pourcentages. Donc vraiment, faire en sorte que toutes celles et ceux qui pourraient venir en voiture au centre-ville de Strasbourg ou dans nos quartiers finalement aillent dans les zones périphériques ou ailleurs, c'est une faute. Et donc effectivement, la première chose, c'est un message très clair, c'est le fait que Strasbourg doit à nouveau être une ville de la fluidité. Déjà parce que écologiquement, je préfère que des voitures mettent 15 minutes pour faire un trajet plutôt que 30. Et deuxièmement, on ne va pas tout refaire. On ne va pas revenir sur toutes les pistes cyclables. On a eu assez de travaux comme ça. Mais par contre, il y a vraiment des points qui rendent la vie impossible. Je veux dire, on voit bien que la Colmarienne, notamment au secteur Crimerie, la circulation est devenue impossible pour toutes celles et ceux qui travaillent. On voit bien aussi qu'au Pont d'Anvers, pour les milliers de personnes qui travaillent aujourd'hui, notamment au port autonome, la circulation est devenue impossible. On doit revenir ponctuellement sur ces aménagements qui rendent la vie absolument impossible au Strasbourg. Un plan de fluidité aussi, c'est travailler sur les feux pour qu'il puisse y avoir davantage de circulation. Vous voyez quand même que la place de Bordeaux, c'est une place où on perd 5-10 minutes très très largement. Et c'est l'une comme l'autre, hein, c'est vraiment clair. Donc là, c'est vraiment en termes d'accessibilité. Je considère que la voiture, c'est pas un gros mot. D'ailleurs, la voiture, c'est aussi obligatoire pour beaucoup qui ne peuvent pas s'en passer. Les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap, les familles nombreuses, les artisans qui rendent des services. Pour vous, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir faire venir un artisan au centre-ville. Hein. Ça coûte très très cher. Et aussi, je dois le dire, là on va plutôt parler de stationnement. Pour celles et ceux qui recrutent, c'est difficile de trouver des gens qui viennent en dehors de la métropole parce qu'ils doivent venir en voiture et ça leur coûte parfois plus cher de venir travailler au quotidien que de pouvoir que de se garer. Et donc tout ça est extrêmement complexe et extrêmement difficile. Donc de la fluidité, mais aussi rendre le parking davantage abordable, notamment pour celles et ceux avec qui vous travaillez. Je souhaite qu'on puisse avoir un forfait de 15 € par mois pour celles et ceux qui travaillent et qui font vivre aujourd'hui les commerçants, les artisans qui travaillent au quotidien. Évidemment, ça serait un forfait qui soit adapté à leur rythme de vie afin qu'à partir de 19h ou 20h, ça dépend quand vous arrêtez de travailler, la gratuité s'arrête pour laisser aussi de la place à celles et ceux qui sont résidents. C'est bien normal. Il faut que chacun puisse pouvoir vivre la ville. Et évidemment, il y a la question des terrasses, il y a la question du prix du terrasse, il y a la question du prix du stationnement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite faire en sorte que vous puissiez travailler. Je souhaite faire en sorte que vous puissiez créer de la richesse. Je souhaite faire en sorte que vous puissiez avoir envie d'investir. Pour une raison simple, on n'est pas seulement en urgence climatique, on est aussi en urgence économique et sociale. Taux de pauvreté, 26%. Si je veux pouvoir combattre ce taux de pauvreté, il faut aussi pouvoir créer des emplois. Chaque fois qu'on vous fait payer plus de terrasses, chaque fois qu'on vous fait payer plus de taxes, chaque fois qu'on vous fait payer plus de parking, c'est moins d'argent, c'est moins de capacité de pouvoir recruter davantage. Vous savez, je vais vous donner un exemple simple. On peut parler du midi et 2 peut-être. Bien sûr. Ah bah oui. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis allé au restaurant L'Atelier, où là, effectivement, on a augmenté les prix de manière majeure avenue des Vosges, et notamment dans un premier temps. Et il me disait très clairement que sa clientèle a complètement changé.
Elle lui a dit, vraiment, on vous aime bien, hein, parce que venir chez vous, ça nous coûte plus cher parfois en parking qu'en plat du jour. Et donc, j'ai exprimé au conseil municipal cette situation en disant que le comportement des clients a complètement changé. Ils ne prennent plus de dessert, ils ne prennent plus d'entrée, ils veulent aller très vite. Et quand j'ai dit ça, l'ensemble de la municipalité devant moi a pouffé de rire en disant « les pauvres, ils ne peuvent plus prendre de dessert ». Et ce que je leur ai dit, c'est que comme ils ne peuvent plus prendre de dessert, eh bien, c'est peut-être un employé en moins qui est recruté dans le restaurant. Parce que c'est justement là où vous faites cette petite marche qui change complètement la vie. Et donc, cette gratuité entre midi et 2, à mon avis, elle va faire du bien. Déjà, elle était supprimée, non pas par cette municipalité, mais par la municipalité précédente. Je pense que c'était une erreur. Je pense que cette gratuité, c'est un message simple. Il y a plein d'autres idées, effectivement, de baisse de coûts, de place violette. Mais cette gratuité, elle est simple, c'est aussi un symbole pour de nombreux Strasbourgeois, mais aussi métropolitains, en se disant « c'est simple, c'est gratuit entre midi et 2, je vais manger gratuitement ». Je vais aussi peut-être passer dans un commerce en passant comme une course d'opportunités. Ça va faire du bien à tout le monde. Et en fait, ce que je veux adresser, c'est que dans les 100 premiers jours, cette gratuité, elle va être mise en place. Quand même, on a une ville plus fluide, on a une ville plus sûre. On adresse des messages de propreté, on adresse des messages de gratuité pour revenir au centre-ville. Je souhaite que le 22 juin, 100 jours après notre élection, je l'espère, eh bien tout d'un coup, le centre-ville respire. Et ce n'est pas seulement vous qui allez respirer, c'est aussi tout d'un coup des gens qui vont vouloir, j'espère vous, embaucher, des gens qui vont pouvoir trouver des emplois, et bien aussi un dynamisme, une autre manière de vivre la ville. Et l'accessibilité. Ah oui, pardon, oui, l'accessibilité. L'accessibilité, on a bien compris l'accès en centre-ville. Plus globalement, pour les gens qui viennent de plus loin, Oui. L'aéroport, Oui. La gare A360. Tout à fait. Alors, si vous me permettez, Véronique, je vais peut-être d'abord répondre à la dame sur les manifestations. Bien sûr. D'accord. Alors, ces manifestations, elles sont dépendantes d'un accord de la préfecture. Elles sont, honnêtement, je me mets à votre place, vous faites tout pour accueillir la clientèle. Et tous les samedis, alors vous avez eu le phénomène du Covid, non, du gilet jaune, pardon, pendant des semaines, des manifestations. Après le phénomène du Covid, franchement, il fallait avoir les reins solides, il fallait supporter cette situation. Puis une nouvelle municipalité qui vous aide et qui ne vous accompagne pas forcément. Puis maintenant des manifestations tous les samedis, extrêmement politisées, qui franchement créent de la tension. Eh bien, c'est du ressort de la préfecture. Vous dire que je serai en capacité de les interdire, ce serait faux. Par contre, vous dire qu'en tant que nouveau maire de Strasbourg, je vais rencontrer le préfet pour dire que ces manifestations, il y a un droit d'expression d'un côté qui doit être évidemment respecté. Mais de l'autre, on ne peut pas être dans des manifestations où on a des discours de haine, où on a des discours extrêmement choquants, où on est vraiment non pas dans une revendication d'une idée, mais plutôt en fait dans la haine de l'autre. Et je pense que c'est ça aussi sur lequel on doit absolument travailler. J'ai vu des mises en scène extrêmement choquant de Place Kléber. L'espace public, c'est l'espace pour le public. Ça ne doit pas être des espaces d'expression choquantes où les uns et les autres puissent être heurtés. Deuxièmement, l'accessibilité. Alors évidemment, il y a cette idée de gare à 360 degrés, il y a aussi cette idée de réseau express métropolitain qui s'est développé petit à petit. La gare à 360 degrés, évidemment, c'est un magnifique concept sur lequel on doit travailler. Il faut travailler avec la SNCF, il faut travailler avec la région. Je salue Irène Weiss qui travaille sur ce dossier aussi, notamment avec Thibaut Phillips. C'est un enjeu notamment sur les 20-30 prochaines années. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec moi, la gare ne va pas être inaccessible en voiture pour les déposes minutes. Parce que vous avez compris quand même qu'il y avait un projet où finalement on allait fermer complètement la circulation automobile avec un arrêt au parking Saint-Aurélie, un arrêt au parking Vaudely et que finalement la gare ne serait pas accessible avec aussi cette idée de parking derrière dans la gare basse où il faudra 10 minutes ou un quart d'heure à pied pour pouvoir rejoindre la gare. Tout ça est vraiment très très étonnant et je peux vous dire que pour toutes celles et ceux qui veulent aujourd'hui prendre le train, ça va être parfois un blocage de se dire qu'on va devoir déposer à 10 minutes ou un quart d'heure de marche de la gare. Donc je pense que c'est absolument essentiel qu'on reste et qu'on fasse en sorte que la gare puisse être toujours accessible. Et quand je prends notamment le train, direction Ensheim, eh bien, je me rends compte qu'on a un aéroport qui a tout pour réussir. Il a tout pour réussir. On a toutes les 20 minutes, me semble-t-il, des navettes pour aller à Ensheim, en 10 ou 15 minutes. On a un aéroport incroyablement accessible. Malheureusement, il n'y a pas de vol qui décolle d'Ensheim. Pourquoi il n'y a pas de vol qui décolle d'Ensheim ? Eh bien, je vais vous donner deux chiffres, en 2020 et en 2026. En 2020,
L'aéroport de Strasbourg et l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ce n'est pas comparable, mais quasiment. L'aéroport de Bâle-Mulhouse, c'est 3,5 millions. L'aéroport de Strasbourg, c'est 2,3 millions. Qu'est-ce qui se passe? L'apparition des compagnies low cost, plus évidemment le TGV aussi entre Strasbourg et Paris. Mais l'apparition des low cost, c'est vraiment la grande différence. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apparition des low cost? Les low cost, eux, c'est au centime près. J'en ai parlé avec les différents directeurs de l'aéroport, c'est au centime près. Et donc, qu'est-ce qu'ils regardent? La question des taxes. Et quand on a eu le président Chirac qui a mis une taxe sur les billets d'avion en 2004, plus les taxes aéroportuaires quasiment très clairement plus élevées que celles de Suisse, de Bâle-Mulhouse, eh bien, finalement, on a une différence de taxes qui fait que les grandes compagnies, notamment low cost, se sont installées à Bâle-Mulhouse. Le résultat, Bâle-Mulhouse 9 millions et nous 1,7 million. Et donc, sur quoi il faut jouer? Sur les taxes. Et pas seulement sur les taxes, tous les contrats triennaux qui nous permettent de pouvoir conjurer les taxes et essayer de les compenser, mais de vraiment changer le statut fiscal de l'aéroport de Strasbourg. Et la solution, elle est claire. Si je vais voir le ministre des Transports pour lui dire, s'il vous plaît, changez le statut fiscal de l'aéroport de Strasbourg, il va me dire, si je change à Strasbourg, je dois le changer à Lille. Je dois le changer dans tous les aéroports qui sont limitrophes, parce qu'il y a aussi une concurrence de taxes. Eh bien, je vais défendre une idée simple, c'est qu'on a une capitale européenne à Strasbourg. On doit défendre cette capitale européenne. Et si on veut la défendre, eh bien on va défendre un projet qui est celui d'une taxation spéciale, une taxation diplomatique. Et cette taxation diplomatique, elle est très simple. Elle va être simplement alignée sur celle des taxes suisses. Et donc il y aura une vraie concurrence loyale entre Bâle, Mulhouse et Strasbourg-Ensign. Et donc du coup, on pourra accueillir de nouvelles compagnies aériennes low cost et donc avoir enfin des vols qui décollent et qui puissent atterrir à Strasbourg. Merci. Question en ligne, toujours sur l'accessibilité. La Chambre de commerce a quitté le centre-ville de Strasbourg. L'ES quittera en 2028. C'est des signaux qui sont inquiétants pour nous tous et en particulier pour les restaurateurs. D'ailleurs, on parle de l'ES juste à côté. Comment on fait pour les faire revenir? Vous parlez de l'ES, de la Chambre, d'une activité à faire au centre-ville de Strasbourg. Et en fait, je crois que c'est assez lié à ce qui a pu être dit, c'est-à-dire que le premier message, c'est de pouvoir adresser un message au monde économique de manière générale. Oui, Strasbourg va redevenir une ville accessible. Oui, Strasbourg va redevenir une ville abordable. Oui, avec cette gratuité. Oui, avec cette fluidité automobile. Oui, aussi avec ce forfait de 15 € qui permet en fait à chacun de travailler. Et dès le début de mon mandat, je vais affirmer une règle d'or économique. Si je veux faire de l'écologie, si je veux faire du social, si je veux faire du transport, il faut pouvoir avoir des budgets. Et pour avoir des budgets, il faut créer des richesses. Pour créer des richesses, eh bien, il faut des entrepreneurs et il faut de l'économie. Et donc ma règle économique, ma règle d'or économique, c'est désormais tout aménagement de voirie, tout aménagement de trottoir, tout aménagement de stationnement va être fait en considérant est-ce que oui ou non ça fait du bien à notre économie. Parce que l'économie, c'est la base de tout. Si on veut rénover nos écoles, si on veut du versement mobilité pour pouvoir construire des nouvelles lignes de tram, eh bien il faut des entreprises. Eh bien, c'est la base de tout et c'est d'ailleurs, notre programme, il est très simple, c'est de sécuriser les espaces publics et de libérer les énergies. Et je crois que quand même, on est là sur deux aspects où ça crée une stabilité pour vous dans votre vie quotidienne et dans les 6 ou 7 années à venir. Et par rapport à ce que tu viens de dire, on a une question en ligne, c'est comment on finance tous ces grands projets? Donc je redis encore, j'imagine que cette question est posée aussi aux autres candidates, qui j'imagine se cachent derrière soit des audits, soit potentiellement des potentielles hausses de taxes. Eh bien, je suis le seul à dire que je suis prêt à faire des économies dans le budget de fonctionnement qui vont nous permettre de dégager des marges de manœuvre et permettre d'investir sans pour autant gréver notre budget et notre endettement. Je rappelle que l'endettement est passé de 201 millions à 419 millions, doublé en un an. Le pire, ce n'est pas seulement l'endettement, c'est les intérêts de la dette. Ils sont passés de 2 millions à 10 millions. On a, en un seul mandat, on paye chaque année 8 millions d'euros supplémentaires juste d'intérêts de la dette à la poubelle. C'est une augmentation de 450. Vous savez, quand on parle du monde de la finance, qui n'a pas de visage, qu'on veut combattre, le monde de la finance, il est plutôt content de ce mandat-là parce qu'il se fait payer aujourd'hui 8 millions supplémentaires par an juste sur des intérêts de la dette.
Alors, pour continuer sur les taxes, les hôtels récupèrent la taxe de séjour. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est prévu que cette taxe soit utilisée pour l'attractivité de la ville, le développement touristique ? Bien sûr. Voilà, et également la réflexion potentielle au niveau du PEX de l'accessibilité, du stationnement. Tout ce quartier-là, qu'est-il prévu ? Alors, juste avant que tu répondes, j'ai aussi une question en ligne par rapport à ce que pour compléter ce qu'a dit Agathe, c'est comment remettre en place de l'attractivité de notre ville, un mot a priori tabou ces dernières années. Ah oui. Et je rajoute à la taxe de séjour, ça fait des années, bien avant Souris et Robert Herrmann, on nous disait que la taxe de séjour a largement contribué, enfin elle est largement utilisée pour le tourisme, parce qu'elle a financé le PEX. Alors on entend, mais bon, il n'y a pas que le PEX. Donc comment tu comptes échanger pour savoir ce qu'on a besoin avec cette taxe de séjour ? Bon. Alors déjà, dès les 100 premiers jours, je vais créer une task force économique. Et je vais l'appeler la task force des créateurs d'emplois, parce que je trouve au moins c'est concret. Vous créez des emplois et c'est pour ça qu'on doit vous soutenir. Cette task force, elle n'est pas présidée par quelqu'un du monde économique, elle est présidée par le maire. Pourquoi ? Parce que j'ai observé que dans tous les débats, vous ne voulez pas voir le représentant économique, vous voulez voir le futur maire potentiel. Et donc c'est normal qu'on ait ce dialogue direct. Et je pense que le maire n'a pas besoin d'intermédiaire, il a besoin d'avoir un dialogue franc, direct avec vous. Et dans cette task force économique, il y aura des représentants de différents corps et représentants de différents métiers qui permettront effectivement d'attirer notre attention pour pouvoir proposer des nouveautés et qu'on puisse être en dialogue permanent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, mais en fait, l'attractivité, ce n'est pas un gros mot. Ça a été d'ailleurs rayé pendant un temps des délibérations dès le début. Ça nous a très choqués. Pourquoi ? L'attractivité, ce n'est pas un gros mot, c'est une solution. L'attractivité, ça crée de l'emploi. Quand on a de l'emploi, du coup, on a davantage les moyens de pouvoir investir dans tous les domaines de l'action publique. Eh bien, évidemment, la taxe de séjour, comme d'ailleurs l'ensemble des biens publics, ils doivent pouvoir investir pour accueillir davantage de touristes pour une raison simple. Moi, chaque fois qu'on me parle du fait qu'il y ait trop de touristes, vous savez, il vaut mieux un peu trop de touristes que pas assez de touristes. Maintenant, c'est vrai, il peut y avoir une question de savoir quels touristes on accueille. Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, le développement notamment de Volotea a permis de voir qu'au marché de Noël, on a beaucoup de touristes, mais on n'a pas forcément une clientèle qui occupe et qui paye et qui vraiment développe aujourd'hui nos restaurants et nos commerces. Donc ça, c'est un sujet. Pour pouvoir vraiment développer une vraie, belle clientèle touristique, il faut des grands événements. C'est pour ça aussi qu'il y a ce projet d'Arena qui permet de faire rayonner notre territoire. Mais il y a aussi, on en a discuté ensemble, le fait qu'au PMC, mais aussi au Parlement européen ou ailleurs, on puisse accueillir à la fois des grands congrès, des grandes assemblées pan-européennes. Et on a vraiment tout pour réussir à Strasbourg. On a une université avec 17 prix Nobel, on a des institutions européennes, on a une cathédrale emblématique, on a un patrimoine exceptionnel, on a la proximité de l'Allemagne et de la Suisse. On a tout pour investir massivement, accueillir des grands congrès. S'il faut qu'on mette la main au portefeuille pour le faire, mais on va le faire pour une raison simple. Si je mets 1 euro et que je récupère 4, pourquoi je ne le ferai pas ? Si je mets 1 euro pour faire un effet levier, accueillir des grands congrès et finalement faire fonctionner davantage les restaurants et qu'il y ait davantage du coût d'investissement et qu'il y ait davantage de CFE qui est payé, au final, tout le monde est gagnant. Sans augmenter la CFE. Pardon ? Sans augmenter la CFE. Oui. Ah, non, sans augmenter la CFE. Sur le précédent mandat, elle a pris 25%. Elle a pris 300% sur la part métropolitaine. C'est d'ailleurs la première mesure. Alors, pour tout vous dire, il y a eu 2 augmentations d'impôts. La première augmentation d'impôts, elle est arrivée dès les premiers mois. Elle a été votée par Mme Trottmann et par Mme Barzéguian. C'est l'augmentation de la taxe foncière de 5%. La deuxième mesure, elle est venue un peu plus tard. Elle était poussée par la métropole. Et là, c'est l'augmentation de 300% de la part de la métropole de la CFE. C'est sûr, franchement, honnêtement, autant dire aux entreprises, ne venez pas à Strasbourg. Enfin, vraiment, ce sont des signaux faibles. Regardez le PDG de Safran, qui explique que désormais, il ne vient plus dans des municipalités écologiques puisqu'il a voulu construire des turbines, me semble-t-il, à Rennes. Et on l'a accueilli, il le dit, avec des tomates. Bon, moi, je l'accueille, honnêtement, avec des hurrahs et des bravos.
s'il veut faire des turbines à Strasbourg, s'il veut créer de l'emploi à Strasbourg, qu'il soit le bienvenu. Regardez la réaction de la municipalité et de l'Eurométropole sur le fait que Punch finisse par faire un plan social. Vous savez que Punch fait des boîtes de vitesse. C'est un peu une sorte d'hypocrisie. D'un côté, on est contre la voiture, on fait tout contre la voiture, on considère qu'avoir une voiture, c'est anti-écologique, c'est absolument scandaleux et parfois on est dans le camp du mal. Et de l'autre, on se plaint parce que finalement, on vend de moins en moins de voitures et que donc du coup, on n'arrive pas à maintenir des emplois sur place. On peut pas, vous voyez, on ne peut pas être complètement dans le hiatus permanent. Alors, Jean-Philippe, sur l'attractivité du territoire, les vitrines de Strasbourg et la Chambre de commerce et d'industrie ont travaillé sur un projet de halles gourmandes sous la mandature de Roland Ries et qui était prévu qu'il voit le jour le mandat suivant, ce qui n'a pas été le cas. Ce projet est toujours un beau projet qui, bien sûr, il faut mettre à jour après 6 ans, qui a été construit avec des personnalités du monde économique. On voit que dans les 6 dernières années, il y a un regain d'intérêt pour les habitants d'une ville à avoir comme ça des lieux où ils peuvent acheter des produits de qualité, où ils peuvent être renseignés sur les points essentiels qui sont devenus la qualité de la nutrition également. Ce sont des lieux de convivialité et dans le projet que nous avions, c'était un endroit où on pouvait privatiser les halles gourmandes parce qu'il y avait 1000 notaires qui arrivaient. Ils avaient fait une soirée avec un traiteur au Palais des Congrès, une autre au Hilton, et la dernière, c'était quand même la plus canaille, celle qu'ils auraient préférée. Donc, on voudrait vous entendre sur ce projet et comment vous voyez les choses. Alors, non seulement ce projet, je l'ai toujours trouvé très, très intéressant, mais il figure noir sur blanc dans mon projet. Voilà, c'est pas parce que vous venez d'en parler, ça figure dans notre projet. Effectivement, c'est une magnifique idée. D'ailleurs, je rends hommage à Jean-Luc Burger qui d'ailleurs nous soutient aujourd'hui, et à Pierre Bardet, à qui on pense et qui portait justement cette belle proposition. Qu'est-ce qu'on observe? Les halles, le hall marché-gare, ça fonctionne très très bien. Et on voit bien qu'il y a une attente, il y a une dynamique. Et donc, on voit qu'il y a de la place pour pouvoir justement proposer cette grande halle gourmande, parce que de un, on a les artisans, les commerçants qui sont tout à fait aptes à pouvoir vraiment proposer des produits d'excellente qualité. Je salue d'ailleurs José Arroyo qui est là. Par ailleurs, c'est aussi faire de l'écologie, parce qu'on doit mettre en valeur en fait les circuits courts. C'est aussi une manière de mettre en valeur les circuits courts. Et enfin, je peux vous dire, quand vous allez à Barcelone, quand vous allez dans le sud, vous y allez aussi parce qu'il y a ces halles gourmandes. Parce qu'en fait, c'est des lieux de convivialité. C'est des lieux où on se rencontre le vendredi après-midi, le samedi après-midi, où on boit un coup, on mange des très belles choses, on mange debout. Vous voyez, c'est des lieux en fait qui marquent l'histoire d'une ville, qui marquent l'ambiance d'une ville. Et je suis vraiment très attaché à en fait, ça a toutes les qualités. Économiquement, ça va être bon. 2, ça va être attractif. 3, c'est convivial. 4, c'est écologique parce que c'est des circuits courts. Et 5, ça permet de mettre en valeur tous nos artisans locaux. Et franchement, on n'est pas n'importe où. On n'est pas au fin fond du Midwest américain. On est en Alsace. C'est le lieu de l'artisanat, c'est le lieu de la gastronomie où c'est abondant et en plus c'est bon. C'est le lieu du vin où c'est des rouges qui deviennent de plus en plus excellents et des vins blancs qui deviennent encore plus magistraux. La partie importante de ce projet était de définir l'emplacement. Ah oui. Et donc on a travaillé avec David Lestou sur ce sujet. Et le meilleur emplacement, c'est la place de l'Étoile, qui ferait une porte d'entrée entre la partie est de Strasbourg et qui ferait traverser cette halle par les touristes et tous les gens qui viennent. Donc, il ne s'est rien passé sur cette place, l'emplacement est toujours disponible. Oui. Alors, c'est à étudier, en effet. Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a de nombreux avantages. Il faut étudier ça très, très sérieusement. Mais l'avantage que j'y vois, c'est qu'en fait, depuis qu'on a piétonnisé les quais, franchement, la place d'Austerlitz, tout ce secteur-là devient de plus en plus l'équivalent du centre-ville. Et désormais, lorsqu'on est place de l'Étoile, place de la Bourse, non seulement il y a le tram juste à côté, mais en plus, en 2 minutes de marche,
on commence déjà à pouvoir accéder au centre-ville et donc c'est très très attractif et c'est vraiment un lieu qui pourrait être très très intéressant. Merci. Il nous reste 10 minutes. La dernière thématique globale, c'est sur le cadre de vie, les animations, que ce soit du centre-ville ou des quartiers pour l'attractivité, le soutien bien évidemment aux commerces, aux hôteliers, aux restaurateurs. Et il y a une question là-dedans qui est la question du marché de Noël aussi, que tous les candidats, c'est aussi sur les fameuses dates du marché de Noël, mais bien sûr d'autres questions sur ces thématiques manifestations, animation de centre-ville et soutien aux acteurs économiques. Sinon, je peux... Oui, tu vas... Oui, donc à titre d'exemple, précédente municipalité, quand elle faisait des travaux, et j'ai été concerné dans un de mes magasins, 3 mois, 4 mois de travaux avec des vitrines forcément inaccessibles, des commerces qui ont peine à survivre. Réponse, vous vous referez plus tard. Quelle serait votre position dans ce cas-là? Alors, je le réaffirme, ma règle d'or économique. C'est-à-dire que je considère que le fait que les commerçants, les artisans, toutes celles et ceux qui créent des emplois puissent avoir le sentiment d'avoir la municipalité à leur côté, c'est absolument essentiel. Et effectivement, c'est très facile de se dire qu'on met des travaux, qu'on fait 3 mois, 4 mois, 5 mois et vous allez vous refaire après. Parce que la réalité, c'est que tout d'un coup, les habitudes changent. Et une fois que les habitudes changent, vous vous battez chaque jour pour créer des habitudes et c'est ça qui vous sauve aussi quand on est commerçant et artisan. Et bien, les habitudes changent et puis finalement, on les revoit pas venir. Donc effectivement, on va un peu vraiment mettre la pédale douce sur les travaux, ça c'est une évidence. Je vois aussi à quel point demain, cette règle économique, elle va permettre s'il y a des travaux, de faire en sorte qu'ils puissent être adaptés à la fois à votre clientèle, mais aussi en termes de circulation. Combien j'ai vu de commerçants, de restaurateurs dans les quartiers en fait tirer la langue parce qu'on a changé le sens de circulation. En fait, la clientèle ne vient plus. Que ce soit dans le quartier Gare, que ce soit à Cronenbourg avec la rue de Mittelhausen. Enfin bref, c'est vraiment des petites pépites comme ça qui aujourd'hui ont de vraies difficultés. Et donc effectivement, sur ces questions de travaux et d'accessibilité, on est complètement raccord. Puis il y a cette question du marché de Noël. Un marché de Noël où il y a de la belle fréquentation, beaucoup de fréquentation, mais par contre, il n'y a pas forcément un retour sur investissement, à part évidemment sur les commerçants non sédentaires qui tiennent un chalet où là, c'est un carton plein, mais par contre, sur les commerces traditionnels, il n'y a pas forcément de retour. Donc, il y a déjà une question assez claire, c'est de se dire comment on fait en sorte que le tourisme qui vient au marché de Noël, ça soit un tourisme plus qualitatif. Donc là, ça pose la question notamment de qui vient à Strasbourg et par quel intermédiaire. Là, ça pose la question de Volota et encore d'autres. Deuxièmement, comment on fait en sorte aussi pour que le marché de Noël puisse aussi se décentraliser. Je travaille avec certaines associations de commerçants et chacun me dit, quand il y a le marché de Noël, nous, presque, on sent un contre-coup dans nos quartiers. Comment on peut travailler ensemble pour qu'on puisse communiquer sur un marché de Noël central, classique, mais aussi communiquer sur, peut-être dans chaque quartier, un mini-marché de Noël, mais thématisé. Je peux vous dire, à la Robertsau, j'ai évoqué un petit peu ce sujet sur un marché de Noël plus européen, puisque c'est quand même une terre où il y a le Parlement européen. Je suis sûr, inauguré par Roberta Metsola, ça pourrait être un événement. Et on a imaginé aussi avec les commerçants du Neudorf, se dire il pourrait y avoir un marché de Noël aussi là-bas, imaginer thématisé. Alors ça peut être différents thèmes, hein. Ça peut être, moi je ne suis pas non plus fermé sur l'idée qu'un marché de Noël, il peut y avoir aussi une part de sacré, oui, de valeur. Et que je suis sûr que si vous avez un marché de Noël qui est plus sur cette dimension-là, il cartonnerait. Ça permettrait de donner une identité un petit peu différente. Il pourrait y avoir un marché de Noël complètement différent aussi sur d'autres aspects. Et ça permet en fait, à mon sens, peut-être d'amener, un peu comme les gens qui viennent à Colmar et à Strasbourg et se disent « Tiens, on va passer à Kaisersberg parce qu'il y a une identité particulière ». J'aimerais qu'ils se disent qu'ils viennent au marché de Noël central, mais en plus se disent « Tiens, on va aussi passer par le petit marché de Noël Neudorf ». Parce qu'il est très intéressant, il y a des boutiques, il y a des propositions, enfin il y a des chalets complètement différents, une offre complètement différente. Et je pense, avec des champs par exemple, avec une attractivité un petit peu particulière. C'est important, excuse-moi, c'est important, il y a un sujet sur les dates. Oui. Quelle est ta position sur les dates? Est-ce qu'on continue après le 25 ? Quand on commence, quand on finit? Bon, la réalité c'est que toutes celles et ceux qui vous diront qu'il faut prolonger le marché de Noël après le 24, vous diront que alors il faut que les policiers et les gendarmes soient des robots. Voilà. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'ils sont mobilisés à 100% toutes les dates du marché de Noël
Et ils sont mobilisés à 100% le premier de l'an. Soit ce sont des robots et vous continuez pendant toute la période jusqu'au bout, soit ce sont des êtres humains et au bout d'un moment, vous considérez qu'ils ont aussi le droit de se reposer, qu'ils ont le droit aussi d'être un petit peu en famille entre Noël et Nouvel An, qu'ils ont le droit d'avoir cette trêve des confiseurs. Est-ce qu'il faut peut-être retrouver un point de traverse et un point d'équilibre? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, considérer que chacun doit être sur le terrain en continu, c'est peut-être pas humainement possible. On va avoir exactement le même problème pour ce que vous évoquiez juste avant, les marchés de Noël extérieurs à l'hypercentre. Quid de la sécurisation des forces de l'ordre? Alors, c'est-à-dire que... Alors, c'est encore une discussion avec le préfet. J'ai pu observer, de mon point de vue, ma pente, c'est de considérer que ce qui s'est passé, notamment malheureusement par le drame de l'attentat de Strasbourg, que malgré la sécurisation des ponts, il est passé avec une arme à feu pendant le moment où on était... Alors, ça veut dire que ce n'est pas un système parfait. Est-ce qu'il doit être parfois peut-être revu pour qu'on passe plutôt à un système avec des îlots, avec des personnes qui sont présentes en continu, qui sont visibles, qui puissent intervenir et qui du coup puissent sécuriser l'espace public plutôt que de considérer qu'au fond la grande île doit être une forteresse mais que n'importe qui peut acheter un couteau à Monoprix et puis finalement s'en servir. Vous voyez, c'est aussi un petit sujet qui doit évidemment se poser. C'est un sujet tellement sérieux qu'il faut le travailler avec la préfecture. Il nous reste 2 minutes, Jean-Philippe. Une toute dernière question. Je veux juste intervenir par rapport aux attentats de Strasbourg. Il y a juste une chose à faire. Bon, pour le coup, je suis très concernée et dans 15 jours, il y a le procès en appel. Je pense que la seule chose qui peut être faite, alors pour ceux qui savent ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, ce fou a été, j'irais, fouillé dans sa maison et il n'était pas là. Et que, pour le coup, il y a eu un manque de communication entre la police nationale et puis la gendarmerie, parce que c'était l'armée. Et là, pour le coup, nous aurions eu des caméras à reconnaissance faciale. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Mais il faut savoir que c'est quand même la seule manifestation au monde où nous sommes à ciel ouvert. On ne peut pas nous parquer comme des animaux. C'est impossible. Hein. On vit dans cette ville. Et moi, je ne le souhaiterais pas non plus. Et on peut mettre tout ce que l'on veut, j'irais, aux entrées des ponts. Eh bien, malgré tout, on arrivera à rentrer. Donc, je pense que c'est la vraie seule solution. Et une petite aparté, je me suis fait voler mon sac à main juste avant le marché de Noël. Alors, il y a une caméra place du marché neuf. S'il y avait une reconnaissance faciale, dans les 10 minutes, il l'avait trouvé. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir les numéros directs des gens qui nous... je dirais qu'ils nous surveillent, qui nous gardent, eh bien, il m'a dit, oui, je les vois bien à la caméra, mais malheureusement, eh bien, comme on ne peut pas les reconnaître, eh bien, on ne peut pas les attraper. Alors, merci de cette question. Le maire de Strasbourg ne peut pas changer la loi aujourd'hui. Voilà. La loi, elle est claire, on ne peut pas procéder à de la reconnaissance faciale, c'est interdit aujourd'hui. Alors, par contre, il y a des dispositifs de reconnaissance d'actes, notamment qui sont travaillés à Orléans, quand il y a un tag. Une intelligence artificielle permet de repérer que quelqu'un est en train de faire un tag. Ça permet de faire un visuel très clair au centre de visionnage qui permet d'alerter sur une difficulté et ça permet de pouvoir réagir plus rapidement. Ce qui est vrai, c'est que souvent la vidéoprotection, elle intervient après coup. Vous vous faites voler, vous vous faites agresser, après coup on vérifie et on peut reconnaître et suivre. Mais c'est du coup parfois quelques jours plus tard. C'est vrai qu'on devrait travailler petit à petit et peut-être ça pourrait être une expérimentation sans aller jusqu'à la reconnaissance faciale qui est de toute façon interdite par la loi aujourd'hui. Eh bien on devrait aller vers davantage peut-être de reconnaissance d'actes malfaisants par la vidéoprotection pour immédiatement intervenir plus rapidement et sécuriser encore davantage les espaces publics. C'est un chantier à ouvrir ensemble. C'est un chantier aussi à faire dans le plein respect de la loi. C'est peut-être aussi une initiative à porter dans le cadre de la sécurité du quotidien au niveau national pour pouvoir faire évoluer la législation le cas échéant. Merci. Pardon, ils sont en train de le mettre à Londres, donc ça
C'est pas le même pays. C'est pas le même pays, mais donc peut-être qu'il y a des choses qui changent. Après, chacun se fera une idée très concrète vers où il faut aller. Merci Jean-Philippe. Je vais te poser la même question qu'on a posée à tes deux autres candidats. C'est dimanche, qu'est-ce qui fait que le monde économique, les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs votent pour toi et te fassent confiance en tant que futur maire? Eh bien, peut-être parce que je suis doublement le vote utile. Aujourd'hui, je suis le vote utile parce qu'on est porté aujourd'hui par une dynamique. Et la vie politique, c'est une question de dynamique. On était longtemps à 16%, puis 19%, puis maintenant on est à 24-25%. Et pendant que d'autres listes soit stagnent, soit baissent, eh bien cette dynamique aussi, elle s'exprime auprès de toutes celles et ceux qui ont fait soit un autre choix au premier tour, mais aussi toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément voté, parce qu'ils veulent participer à cette dynamique. Et puis aussi, je dois le dire, ça fait des jours que j'ai de nombreux messages de personnes qui nous remercient d'avoir été clairs dès le début et de ne pas avoir participé à cette espèce de grand marchandage qu'on a pu observer où les uns et les autres, en fonction de leur potentiel intérêt, ont pu nouer des alliances qui n'étaient pas forcément les plus naturelles du monde. Donc on a été très clairs, beaucoup de gens nous remercient pour cela et beaucoup de gens notamment qui n'ont pas forcément d'avis politique sont très sensibles à cela. Donc on est porté aujourd'hui par une dynamique. Mais c'est un double vote utile parce que c'est un vote utile pour vous, parce que je suis devant vous tel que je suis. Les propos que je tiens devant vous, je les ai toujours tenus au conseil municipal. J'ai toujours été très clair. J'ai toujours dit que j'étais à votre côté, matin, midi et soir, parce que je crois à votre engagement, parce que je crois aux emplois que vous êtes en capacité de créer, parce que j'ai vécu ma vie personnelle comme aussi un fils d'artisan et de commerçant. Et je peux vous dire que demain, je serai un maire qui restera et qui sera toujours à votre côté. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci.